1, 2, 3, 4, 5, 6. On en est déjà aujourd'hui à 6 prorogations de l'état d'urgence. Et maintenant que cet état d'urgence a été prorogé 6 fois, on vit dedans depuis maintenant presque 2 ans. C'est presque autant que pendant la guerre d'Algérie, entre avril 61 et mai 63, juste après le putsch des généraux. Et dans cette situation inédite, le gouvernement vient de déposer un projet de loi concernant la lutte antiterroriste, qui va pérenniser finalement cet état d'urgence dans le droit commun. Alors on se pose cette question aujourd'hui avec Laurence Blisson. Bonjour, vous êtes secrétaire général du syndicat de la magistrature. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on entre dans l'ère d'un état d'urgence permanent avec ce projet de loi? Alors j'ai repris une petite déclaration d'Emmanuel Macron qui était dans son livre « Révolution » de l'an dernier, donc ce qui commence à ressembler un peu à une révolution copernicienne, puisqu'on est un peu revenu à la case départ, où il écrivait, je cite, « Nous ne pouvons vivre en permanence dans un régime d'exception, il faut donc revenir au droit commun tel qu'il a été renforcé par le législateur. » Aujourd'hui, ce projet de loi a été présenté. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer dans les grandes lignes de quoi il est question et en quoi, selon vous, c'est problématique? Alors, on a un projet de loi qui a fuité, je dirais, plus qu'était présenté, et c'est heureux parce que ça permet précisément de lever la conscience sur les risques que représente ce projet. Ce projet de loi, il part d'une affirmation qui est absurde, qui est de dire, eh bien, pour sortir de l'état d'urgence, il faudrait non pas en finir avec ces mesures, mais les intégrer au droit commun. Et les intégrer au droit commun, ce texte le fait en prévoyant des mesures d'assignation à résidence, des mesures de perquisition administrative et puis toute une série de mesures de surveillance qui sont des mesures propres à l'état d'urgence aujourd'hui, mais qui deviendraient possibles à tout moment, c'est-à-dire même au-delà de l'état d'urgence, même si il faut bien dire qu'on a du mal à en sortir. Ce que ça représente concrètement, c'est un déplacement très clair, c'est-à-dire qu'on donne des pouvoirs de privation de liberté sur les assignations, d'intrusion dans les domiciles, au ministre de l'Intérieur ou au préfet, alors même que ça vise des personnes qui sont des personnes auxquelles on ne reproche pas une infraction pénale, auxquelles on ne reproche pas d'avoir participé ou de préparer un acte terroriste, mais sur la base d'un soupçon, d'une série d'éléments qui, par ailleurs, ne seront pas portés à sa connaissance, qui sont consignés dans des notes blanches. Bref, on est vraiment dans un système très clair dans lequel on donne à l'exécutif des pouvoirs complètement démesurés, vraiment exorbitants, contre les citoyens sur la base d'une suspicion. On est encore une fois dans un système qui écarte l'autorité judiciaire. On aura l'occasion d'y revenir. On aura l'occasion d'y revenir. Parce que je me demandais, aujourd'hui, on parlait effectivement des assignations à résidence, on parlait des perquisitions administratives, qui étaient on va dire, les dispositifs les plus visibles de l'état d'urgence tel qu'on le connaît depuis les attentats du 13 novembre. Aujourd'hui, ce projet de loi les pérenniserait, les ferait entrer durablement dans le droit français. Est-ce que ces mesures ont été efficaces finalement? Parce qu'on a assez vite constaté des dérives de l'état d'urgence. On a vu les assignations à résidence de militants écologistes pendant la COP21. On a vu des interdictions de manifester qui ont été d'ailleurs censurées par le Conseil constitutionnel la semaine dernière pendant la loi travail. Est-ce que d'une, donc les mesures de l'état d'urgence ont été efficaces pour lutter contre le terrorisme et est-ce qu'elles ont été dévoyées à des fins de maintien de l'ordre? Alors, dès novembre 2015, nous on a dit, et c'était très compliqué à ce moment-là, que l'état d'urgence n'était pas nécessaire pour lutter contre le terrorisme, ce n'étaient pas des mesures qui allaient être efficaces. À ce moment-là, on disait très clairement, il y a une autorité judiciaire, il y a des services de police et de justice antiterroriste qui ont déjà des moyens extrêmement importants pour pouvoir mener des enquêtes, faire des perquisitions, placer des personnes sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, même lorsqu'on avait des éléments qui permettaient de penser qu'ils étaient dans des réseaux terroristes. À l'inverse, avec les perquisitions administratives, il y en a eu plus de 4000, et en réalité, sur la base de ces 4000 perquisitions administratives, on a eu moins de 20 enquêtes antiterroristes ouvertes. On a eu notamment une mise en examen d'une personne qui avait fait l'objet d'une perquisition et d'une assignation à résidence, mais on a su également qu'il y avait en fait une enquête judiciaire en parallèle. Sur les assignations à résidence, il y a au final plus de 400 personnes qui ont été assignées à résidence et de la même manière, on a des personnes qui ont été privées de liberté pendant des mois
jamais mis en examen pour une infraction terroriste. Aujourd'hui, je crois qu'il en reste une soixantaine à peu près qui sont encore voilà. Assignés à résidence. Et je regardais le décompte tout à l'heure du nombre de perquisitions administratives telles qu'affichées sur le site du ministère de l'Intérieur. Et je crois qu'entre le mois de mai et le mois de juin, il y a eu 17 perquisitions administratives. Donc on voit bien qu'il y a une chute spectaculaire du nombre de mesures par rapport à ce qu'on a connu effectivement dans les semaines qui ont suivi la promulgation de l'état d'urgence et les attentats du 13 novembre. Mais il ne faut pas croire que cette chute, elle serait liée au fait que finalement les perquisitions étaient efficaces avant et qu'elles ne le sont plus aujourd'hui. Je crois qu'il faut dire très clairement ou que la justice n'était pas en capacité de le faire avant et qu'elle serait en capacité de le faire aujourd'hui. Il faut dire immédiatement après les attentats de novembre, la justice était absolument en capacité de mener des perquisitions. Simplement, elle devait viser des personnes dans le cadre d'une enquête pour une infraction terroriste. Et puis, on a vu en réalité que derrière ces 4000 perquisitions administratives ou ces assignations à résidence, il y en a beaucoup qui ont été dévoyées, effectivement. Il y a eu un principe un peu d'aubaine policière sur des personnes qui n'étaient absolument sans lien avec le terrorisme et qui ont fait l'objet de perquisitions parce que les policiers voulaient, d'une certaine manière, faire des perquisitions sans avoir les éléments. On a eu un effet d'aubaine clairement du ministère de l'Intérieur à l'occasion de la COP21, à l'occasion de la loi travail, lorsqu'il a été question d'empêcher un certain nombre de militants politiques d'exprimer dans la rue une opposition notamment à la loi travail et à tous ces effets néfastes. Donc ce qu'on a vu dans l'état d'urgence, à savoir une inefficacité, je rappelle quand même, et c'est malheureux, mais qu'on a connu des attentats pendant l'état d'urgence, une inefficacité, un emploi des forces de police qui étaient complètement dévoyées et qui du coup se concentraient sur des mesures inefficaces plutôt que de mettre en œuvre des enquêtes au long cours, et puis des dévoiements donc contre des militants. Tous ces éléments-là, on les retrouvera puissance 1000 dans un état d'urgence permanent inscrit dans la loi. Et donc, il faut aujourd'hui savoir tirer les enseignements du déroulement de l'état d'urgence. Je crois qu'il y a eu quand même beaucoup d'expressions bien au-delà des organisations de défense des droits, de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, au niveau européen, mais aussi par un certain nombre de personnels politiques qui ont dit « il faut en sortir ». On ne partage pas tous les points de leur analyse. Mais certains qui sont engagés sur ces sujets ont dit il faut en sortir. Simplement, il ne faut pas en sortir en sombrant dans l'état d'urgence permanent. Et c'est ce que nous propose aujourd'hui le gouvernement. Parce que je lisais pareil l'interview, l'édito du New York Times hier qui s'inquiétait des pouvoirs sans entrave offerts au président Macron par ce texte. On a beaucoup parlé effectivement de la manière dont cet état d'urgence a pu être dévoyé. On a aussi l'impression que c'est un piège pour l'exécutif. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décrété l'état d'urgence, qu'on vit dans un climat permanent et diffus de menaces terroristes, peut-être plus permanent qu'imminent d'ailleurs, comment l'exécutif pourrait se sortir finalement de ce piège-là? Parce que si demain l'état d'urgence s'arrêtait, si la France connaissait un nouvel attentat, le pouvoir en place serait comptable quelque part de cet attentat et tout le monde lui tomberait dessus en expliquant que c'est peut-être lié à la fin de cet état d'urgence. Qu'est-ce que vous répondez à cette rhétorique-là qui malheureusement s'impose énormément dans le débat public? Bien sûr. Alors je crois que l'état d'urgence, c'est deux choses. C'est un piège et c'est une addiction. C'est un piège, effectivement, dans la mesure où on voit qu'il y a un manque absolu de courage politique. Mais ce manque de courage politique, il ne va que dans un sens. Lorsqu'un attentat se produit, et c'est malheureux, pendant l'état d'urgence, personne ne pense à dire écoutez, visiblement, l'état d'urgence ne fonctionne pas, sortons-en, puisque ça ne sert à rien, mais que ça a des effets. Si par contre, et dans l'hypothèse d'une sortie de l'état d'urgence, il devait y avoir une accusation finalement du gouvernement, on peut imaginer effectivement que peu nombreux seraient le personnel politique à dire mais attendez, là cet argument que vous nous donnez qui est de dire c'est parce que l'état d'urgence a été levé que cet attentat a commis est un argument fallacieux. Le problème c'est qu'on n'arrive pas sur ce sujet à sortir soit de l'affichage politique, soit du slogan pour aller très concrètement examiner mesure après mesure. Qu'est-ce qui existe, notamment en matière pénale antiterroriste? Comment est-ce que des perquisitions peuvent être menées? Qui peut être visé par une enquête pénale? Quelles sont les mesures qui peuvent être prises?
Et ça, à chaque fois qu'on est dans un débat sur l'état d'urgence, on fait comme si il n'existait aucun droit pénal antiterroriste. Or, en fait, en France, on a un arsenal pénal antiterroriste qui est l'un des plus développés au monde. C'est ce que j'allais dire, effectivement, c'est qu'en France, j'ai fait l'inventaire depuis 1986. Si on compte les 6 prorogations de l'état d'urgence et ce projet de loi qui est présenté, on arrivera à 25 textes antiterroristes en 31 ans, ce qui est quand même une cadence considérable. Donc on a effectivement un arsenal à disposition qui est impressionnant. Et pourtant, après chaque attentat, ou même parfois quand il n'y en a pas, on a des représentants politiques qui suggèrent, on propose de prendre de nouvelles mesures, de voter de nouvelles lois. Comment on endigue finalement cette espèce de fuite en avant, de course aux armements qui en plus visiblement pas ou peu d'effet? Alors l'antiterrorisme pénal, c'est effectivement l'histoire d'une fuite en avant, toujours plus dans la dérogation et dans l'exception. Avec ce dernier mouvement qu'on connaît depuis quelques années maintenant, qui est que cette logique de dérogation, elle va de l'antiterrorisme pénal à l'antiterrorisme administratif, et avec tous ces pouvoirs donnés à l'exécutif. Au niveau européen, il y a eu beaucoup de résolutions qui ont été prises pour dire « attention, il faut savoir faire une évaluation des dispositifs antiterroristes. On ne peut pas fonctionner par finalement une accumulation de strates de lois antiterroristes qui sont d'ailleurs souvent adoptées dans un contexte de tension très forte, qui sont souvent adoptées avec un argumentaire qui consiste à dire c'est temporaire, c'est lié à la menace actuelle. Mais de fait, on constate ce qu'on appelle un effet cliquet, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de retour en arrière et que par contre, ces lois antiterroristes, elles sont toutes aller dans le sens d'un accroissement des pouvoirs de l'État, des capacités à la fois sur le plan policier, judiciaire et aujourd'hui administratif, ce qui crée un vrai déséquilibre en matière pénale. Comment est-ce qu'on en sort? C'est extrêmement difficile parce que c'est quasiment impossible d'avoir un débat serein sur ces questions-là et de rappeler quelque chose d'essentiel, qui est un principe inscrit à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 2, c'est le droit à la sûreté. Le droit à la sûreté, c'est la protection de tous les citoyens contre le risque d'arbitraire étatique. Et ce droit à la sûreté, il est souvent confondu avec un droit à la sécurité qui autoriserait tout. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup la sécurité, la première des libertés Absolument. dans la bouche de tous les représentants politiques. Au contraire, ce qu'on doit dire, c'est que, évidemment, que l'objectif dans une société, c'est de s'assurer que chacun peut vivre librement et dans une situation de sécurité. Mais donner au pouvoir exécutif, concentrer entre les mains du pouvoir exécutif autant de pouvoir, c'est précisément remettre en cause le droit à la sûreté, parce que c'est faire que chacun pourra être un jour inquiété, pourra être un jour privé de liberté sur des bases qui seront des bases extrêmement floues, sur lesquelles il n'a pas de prise, et avec vraiment un risque très très fort qui est associé à cette puissance de l'exécutif dans une démocratie. On a un vrai déséquilibre qui est en train de se créer. Alors justement, par rapport à ça, on a une question de Jean sur la page Facebook qui nous demande si l'état d'urgence plus la concentration des pouvoirs de l'Assemblée, parce que visiblement, effectivement, En Marche va quand même récolter une très large majorité des sièges à l'Assemblée, donc concentration de ses pouvoirs à l'Assemblée et au gouvernement par un même homme, est-ce qu'on est face à un risque autocratique ? Ce qui est certain, c'est qu'on est dans une dérive qui est une dérive qu'on pourrait qualifier finalement de nature autoritaire dans la concentration qu'on voit des pouvoirs. Si on fait un certain nombre de parallèles, par exemple, avec les dispositifs antiterroristes qui existent en Turquie, on peut être assez saisi parce qu'on se rend compte que certains de ces dispositifs existent en France de la même manière. Et on voit bien comment est-ce qu'à un moment, le fait d'introduire dans notre droit des pouvoirs exorbitants au profit de l'exécutif risque, dans un contexte politique différent, ou même dans un contexte difficile, s'il devait y avoir de nouveaux attentats, et malheureusement on peut le craindre, d'aboutir à des mesures extrêmement lourdes et à une dégradation profonde des libertés, du champ et de l'espace démocratique. On parle de la concentration des pouvoirs à l'Assemblée avec les perspectives liées aux élections.
Malheureusement, en matière de lois antiterroristes et de lois sécuritaires, il y a des formes de consensus déjà très fortes qui existent, même lorsqu'on n'est pas sur une telle concentration à l'Assemblée. Et donc, il faut arriver, mais c'est un vrai travail de conviction, un vrai travail à faire pour démontrer que l'accumulation des dispositifs sécuritaires ne protège pas les Français contre le terrorisme, qu'au contraire, il peut avoir des effets pervers, qui peut entretenir un certain nombre de discours qui conduisent à limiter notre sécurité collective. Et donc, il faut ramer à contre-courant. C'est difficile, mais il faut arriver à le faire aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas en plus face à une forme de consensus entre tous les partis de gouvernement, qu'ils soient de droite ou de gauche, autour de ces questions? Parce qu'on a l'impression, alors ça a longtemps été une marotte de la droite, d'ailleurs on peut rappeler à cette occasion que la sécurité est la première des libertés, ça a d'abord été un slogan de Jean-Marie Le Pen et du Front National. Mais depuis une vingtaine d'années, on sent que la gauche s'est réaccaparée aussi ces questions liées à l'ordre, au maintien de l'ordre, à la sécurité, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est finalement impossible presque de faire entendre une voix dissonante sur ces questions-là? On rappellera aussi à toutes fins utiles que le vote sur l'état d'urgence à l'Assemblée, sur le premier vote, il y a 6 députés, 6 petits députés, ça fait pas beaucoup, qui se sont opposés finalement à cet état d'urgence. Donc c'est extrêmement difficile, même quand le pouvoir n'est pas concentré entre les mains d'un seul parti ou d'une seule personne, de faire entendre une autre voix. Il y a une chape de plomb sécuritaire qui pèse très clairement sur nos sociétés et on a vu effectivement l'évolution d'une partie de la gauche qui, sur ces questions, a dérivé. Et ce qui a abouti, par exemple, dans le précédent quinquennat, au vote de plusieurs lois. Si on parle, pour revenir sur ce que représente, par exemple, ce texte en termes de concentration des pouvoirs entre les mains des ministères de l'Intérieur et des préfets, la loi du 13 novembre 2014, loi Cazeneuve, incluait déjà des dispositions, les interdictions administratives de sortie du territoire, les blocages administratifs de sites faisant l'apologie du terrorisme, incluaient déjà des dispositions qui donnaient des pouvoirs quasi répressifs à l'administration. La loi du 3 juin 2016, elle est de la même manière votée sous le gouvernement socialiste. Elle commence ce mouvement qui est de prendre des bouts de l'état d'urgence et de les mettre dans le droit. De les rendre donc plus temporaires par essence, mais bien permanents. C'est le cas des assignations à résidence des personnes de retour d'un théâtre d'opération terroriste. On était là dans une mesure qui permettait au ministre de l'Intérieur de priver des personnes de liberté parce qu'elles reviennent de Syrie, par exemple, alors même qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une mise en examen par un juge, donc il n'y a pas les indices graves ou concordants qui permettent de penser qu'elles ont commis ou préparé une infraction pénale. Et pourtant, on sait que sur les personnes qui reviennent de Syrie, il y a une focalisation policière et judiciaire qui est d'ailleurs logique et qui doit aboutir à ce qu'il y ait des enquêtes, etc. Mais ce qui a été mis en œuvre à ce moment-là, et Bernard Cazeneuve le disait explicitement, c'est un principe de précaution. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans ce contexte-là, eh bien, le ministre de l'Intérieur doit pouvoir la priver de liberté, même s'il n'y a pas les éléments pour qu'un juge, au contraire, la mette en examen, la prive de liberté dans le cadre d'une procédure contradictoire, sur la base d'une enquête, sur la base de faits qui ont été clairement consignés. Et là, on est clairement dans une dérive démocratique majeure. Alors justement, on reviendra un peu plus tard sur ces questions de principe de précaution en matière sécuritaire. Je voudrais aussi parler de la manière dont la justice se retrouve un peu dépossédée de ses pouvoirs avec cette espèce d'état d'urgence pérennisé. Juste avant, je prends la question de Pablo, qui nous demande quelle a été la réaction du gouvernement britannique après les attentats de Londres et de Manchester. S'est-il enfermé comme nous dans une logique sécuritaire ? Alors, je dirais qu'elle est allée dans plusieurs directions, puisque la réaction relativement immédiate, ça a été, en tout cas très peu de temps après, ça a été de baisser le niveau, l'équivalent en gros de notre Vigipirate. Et donc, il n'y a pas eu cette réaction immédiate. Aujourd'hui, néanmoins, on a un certain nombre de déclarations de Theresa May, notamment sur le contrôle d'Internet. On a donc un peu les mêmes types de réactions que celles qu'on connaît
en France. Donc il faudrait faire une appréciation plus fine peut-être de ce qui a été fait en, c'est peut-être encore un peu tôt pour le faire Grande-Bretagne. aussi. Et c'est certainement un peu tôt. On sent bien en tout cas qu'il y a au niveau européen d'ailleurs un mouvement qui est malgré tout assez proche de celui qui existe en France. Il y a notamment des discussions au Parlement européen autour des directives terrorisme qui ont montré combien est-ce que finalement les choix politiques qui ont été faits en France inspirent et se diffusent au niveau européen, avec un vrai risque qui est celui de normaliser ce système dans lequel on a un exécutif tout-puissant qui, au nom de l'antiterrorisme, se dote de pouvoirs complètement exorbitants. Alors, en parlant justement d'exécutif tout-puissant, la semaine dernière, vous organisiez une conférence de presse un peu débottée après la publication du projet de loi par Le Monde, où on retrouvait plusieurs associations, des syndicats, des représentants de la société civile. Je me souviens, vous avez dit que l'autorité judiciaire ne réclame pas sa place par corporatisme. Parce que c'est vrai que ce qui est frappant dans ce projet de loi, c'est que l'autorité administrative récupère les droits, c'est-à-dire que c'est elle qui va décider de maintenir un individu assigné à résidence, de faire une perquisition administrative chez un autre individu. Aujourd'hui, finalement, quel est le pouvoir réel de l'autorité judiciaire dans ce dispositif? Et surtout, est-ce que l'exécutif ne fait pas confiance finalement à l'autorité judiciaire dans sa lutte contre le terrorisme? Je crois qu'effectivement, c'est important de revenir sur ce point parce que souvent, la critique de l'état d'urgence, elle a été balayée en disant oh, ça c'est une dispute entre les juges administratifs et les juges judiciaires, chacun veut sa place, etc. La question, elle n'est pas du tout là. La question, elle est très clairement de savoir, dans une société démocratique, sur quelle base est-ce qu'on estime légitime qu'une personne puisse être privée de liberté ou que son domicile puisse être fouillé, par exemple, pour prendre l'assignation à résidence et la perquisition administrative. Or, lorsqu'on est en matière administrative, on est sur un triple problème. C'est quoi la base légale sur laquelle on peut prendre ces mesures ? C'est un risque de trouble à l'ordre public. C'est en tout cas une base légale, puisqu'elle est un peu différente dans le projet de loi, qui ne correspond pas à une infraction à la loi pénale clairement définie dans le code pénal. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est quelle est l'autorité qui décide de la mesure, et en l'occurrence, on est sur l'exécutif. Or, dans une démocratie, les privations de liberté, elles doivent être prises par une autorité indépendante de l'exécutif. C'est l'autorité judiciaire qui a un certain nombre de garanties d'indépendance qui sont liées à ça. Par ailleurs, lorsque l'autorité judiciaire intervient, elle intervient après un débat contradictoire. Il y a eu une audience à laquelle la personne est présente pour les assignations à résidence, enfin l'équivalent pour la mise en examen et le contrôle judiciaire. La personne a eu accès à tout le dossier policier qui a été constitué, etc. Et donc, on a un certain nombre, une accumulation de garanties qui permettent ensuite de rendre légitime une mesure qui doit être exceptionnelle en démocratie, c'est-à-dire qu'une personne soit privée de sa liberté. Quand on est avec l'état d'urgence ou dans ce dispositif-là, toutes ces garanties-là, elles sont exclues. La question, c'est pas est-ce que... je pense pas que l'exécutif ne fasse pas confiance à la justice. Il sait la trouver, d'ailleurs, quand il est question d'incarcérer les personnes qui n'auraient pas respecté les mesures d'assignation administrative qu'il a prononcées. Je crois qu'il y a une véritable volonté de l'exécutif de pouvoir aller encore plus loin et de pouvoir assigner des personnes alors même qu'il n'y a aucun élément permettant de les raccrocher à une infraction pénale, qu'elle ait été commise ou qu'elle soit en préparation. C'est ça qui est vraiment le nœud de l'état d'urgence et de cet état d'urgence permanent, c'est déplacer la ligne dans une démocratie entre les personnes finalement qui seraient des personnes innocentes et les personnes suspectes. Et là, on est dans une idée pour l'exécutif qui est de dire même si l'autorité judiciaire n'a aucun élément, même s'il n'y a pas les indices graves ou concordants, nous, on veut pouvoir considérer qu'une personne, elle n'est pas totalement innocente. Et ça, c'est extrêmement dangereux.
Parce que justement, par rapport à ça, alors je vais peut-être reformuler ma question. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'exécutif essaie de se soustraire à ces indices matériels concordants qui sont censés justement présider à une décision de justice? Parce que on parlait effectivement de procès contradictoires, d'éléments de preuve qui étaient présentés, de suspects qui avaient connaissance du dossier. On s'est rendu compte, notamment dans les cas d'assignation à résidence ou de perquisition administrative, etc., qu'on était souvent face à ce qu'on appelle des notes blanches du renseignement. Alors pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est, les notes blanches des services de renseignement, c'est des notes non datées, non signées des services de renseignement qui consignent certaines activités qui sont considérées comme suspectes et qui ensuite vont permettre d'alimenter des dossiers, parfois un peu ad nauseam, mais sans qu'il y ait vraiment de fondement, et qui vont ensuite permettre de poursuivre ces dispositifs. Et on se retrouve avec des gens qui sont assignés à résidence et qui ensuite continuent à l'être parce qu'on a encore accumulé des éléments de notes blanches sur lesquels il est finalement assez difficile d'émettre un jugement, une réserve, etc. Là encore, comment se défaire de ce piège-là? Comment imposer quelque part à l'exécutif de fournir de véritables preuves et de ne pas se contenter de ces notes blanches-là? Oui, effectivement, je crois que c'est précisément ça. L'exécutif veut se soustraire à des exigences probatoires, par exemple, à des exigences en matière de procédure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? On s'est beaucoup mobilisé pendant l'état d'urgence, précisément, pour pousser d'une certaine manière le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Il y a eu une véritable guérilla juridique qui a été menée par des avocats pour pousser ces autorités juridictionnelles à dire non, vous ne pouvez pas utiliser l'état d'urgence contre des militants politiques pour des raisons qui tiennent juste au fait de ne pas occuper les policiers ailleurs, qui aurait été de dire non, vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur des notes blanches face auxquelles les personnes sont dans l'incapacité de se défendre. Si une note blanche dit que vous appartenez à telle ou telle mouvance, que vous avez été vu à tel ou tel endroit, que vous êtes en contact avec telle ou telle personne et que ça n'est pas le cas, comment est-ce qu'on lutte contre ça? Dans une procédure pénale, il y aurait eu donc d'abord quelque chose qui aurait été consultable par la personne, et puis entendons le témoignage de monsieur machin qui indique que, etc., et l'ensemble des déclarations qui auraient été consignées avec de fait, la possibilité de dire « mais non, à ce moment-là, il ment, cette personne-là, je sais très bien pourquoi elle m'accuse, parce que par ailleurs, nous avons un contentieux ». Pendant l'état d'urgence, il y a eu par exemple un certain nombre de dénonciations qui ont été le fait de voisins, d'employeurs, des choses qui, on l'a su par la suite, que ça provenait de cela, mais où véritablement il y a eu une incapacité à se défendre contre ça. On place donc des personnes dans une position de soumission totale par rapport à l'exécutif. Et à l'inverse, l'exécutif, effectivement, lui, jouit des pouvoirs que lui confère l'état d'urgence, c'est-à-dire véritablement de pouvoir prendre des mesures exorbitantes contre des personnes sur la base d'un vague soupçon. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant que finalement les recours devant le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel n'ont que très partiellement permis de lutter contre ça? Je crois qu'il faut continuer à mener dans le débat public une bataille de conviction pour démontrer les effets pervers et les effets néfastes de l'état d'urgence. Il y a encore eu récemment un rapport d'Amnesty International sur le sujet. Sur le droit à manifester, effectivement, qui est renié par le voilà, absolument. On a eu des prises de position très fortes en la matière. Il faut continuer. Et puis là, il faut surtout arriver à convaincre de non seulement sortir de l'état d'urgence, mais de ne surtout pas le faire entrer dans le droit commun, parce que sinon, on sait qu'on aura énormément de mal à retirer ces dispositions de la loi. Alors, on parlait tout à l'heure de principe de suspicion, de principe de précaution. On a l'impression qu'effectivement, aujourd'hui, on est face à une lutte antiterroriste qui s'est un peu atomisée. C'est-à-dire qu'on a créé l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste en 1986. Puis après MERA, on a créé l'entreprise individuelle terroriste. Et maintenant, l'exécutif essaie effectivement d'intervenir de plus en plus en amont, en guettant des signaux faibles sur les réseaux sociaux, des communications entre les individus. Quel est le risque induit par, d'une part, cette atomisation et le fait que l'exécutif essaie d'intervenir de plus en plus en amont, finalement, de cette chaîne, et parfois bien avant la commission, ou parfois sans qu'il y ait même d'intention de commission d'actes terroristes? Alors ça, c'est toute la logique préventive de l'antiterrorisme. Il faut d'abord la placer effectivement dans une réalité qui est de dire
l'objectif des services de police et de justice en matière de terrorisme, c'est évidemment de ne pas uniquement intervenir après coup. Et c'est de pouvoir identifier, lorsque des infractions sont commises, pour pouvoir intervenir avant qu'un attentat se produise. Mais dans une société démocratique, le problème de cette logique, c'est qu'à un moment, elle va se heurter à une situation très claire qui est qu'on ne peut pas accuser quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Qu'on ne peut pas, en tout cas, intervenir toujours plus tôt dans une intervention qui, du coup, prive en tout cas l'autorité judiciaire, prive l'ensemble des intervenants de la capacité de pouvoir définir si véritablement cette personne allait passer à l'acte ou pas. On a une logique qui s'est effectivement amplifiée avec les années. Si on regarde les infractions pénales en matière antiterroriste, on a vraiment déjà plus des 3/4 des affaires des mises en examen concernent des associations de malfaiteurs, donc c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas passées à l'acte. Et la particularité de cette infraction pénale-là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir commis un acte illégal. Les actes, c'est en fait une réunion des actes, ce qu'on appelle des actes préparatoires, qui n'ont pas besoin d'être illicites. Et sur cette base-là, en lien avec une intention terroriste, un projet dont la jurisprudence dit qu'il n'a même pas besoin d'être totalement défini, on peut mettre en examen. Et on a un usage, non seulement de cette infraction-là, de l'entreprise individuelle terroriste qui a été donc créée récemment, et puis d'une série d'infractions de soutien, qui est un usage toujours plus large, avec le risque, eh bien, très clairement, de l'erreur judiciaire. Et c'est là qu'il faut dire que tout n'est pas nouveau. Aujourd'hui, on est un peu saisi par les attentats et l'impression de nouveauté, mais tout n'est pas nouveau. On a eu par le passé des séries d'attentats en France qui ont donné lieu à des pratiques, en l'occurrence c'était des pratiques judiciaires, et pratiques des coups de filet. C'était à l'époque Jean-Louis Bruguière qui était juge d'instruction antiterroriste. Et dans plusieurs affaires, le procès, le réseau Chalabi, mais aussi l'affaire des Moudjahidines du peuple iranien, il y a eu des interpellations massives de personnes sur la base de l'association de malfaiteurs. Et en gros, on disait, il y a un vague soupçon, donc on va entrer dans tout un processus judiciaire, mise en examen, détention provisoire, etc. Ces procès-là, ils ont abouti massivement à des relax, des non-lieux, sur des personnes qui avaient été en détention provisoire. Quand on parle de l'affaire d'Outreau, on dit que c'est une erreur judiciaire. Quand on parle de l'affaire du réseau Chalabi des Moudjahidines du peuple iranien, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on utilise le terme d'erreur judiciaire? C'est ça tout l'enjeu. C'est de dire comment est-ce que finalement cette politique-là, qui est d'une certaine manière compréhensible, de dire il faut qu'on intervienne plus tôt, il faut qu'on empêche surtout des attentats, comment est-ce qu'elle aboutit de fait à ce qu'on s'éloigne des principes fondamentaux dans une démocratie, qui est de dire il faut avoir des bases solides pour accuser une personne et la priver de liberté, et au nom du coup de pied dans la fourmilière, de la déstabilisation des réseaux, on l'entend beaucoup, et du principe de précaution, on aboutit à une société qui va enfermer des innocents. Et ça ne sera pas non plus anodin d'enfermer des innocents, dans la mesure où on sait aussi que le discours des organisations terroristes se nourrit du fait de montrer aussi les contradictions d'un État démocratique qui va s'en prendre aux personnes de confession musulmane ou supposées telles. Ce que j'allais vous demander, c'est est-ce qu'on a aussi un risque croissant de discrimination vis-à-vis d'une certaine partie de la population, notamment la population musulmane, qui risque de se retrouver stigmatisée ou parfois prise dans ces coups de filet, comme vous disiez à l'instant. Est-ce que finalement une partie de la population risque de faire les frais de cette logique préventive? Ces phénomènes de discrimination, ils ont clairement été constatés pendant l'état d'urgence, effectivement. Des personnes ont été visées à raison de leur radicalité, réelle ou supposée, dans la pratique qu'ils avaient de leur religion. De la même manière, on a parlé là pas mal des assignations à résidence, des perquisitions administratives. Il y a eu des perquisitions qui ont visé des personnes musulmanes. Imaginez ce que ça produit lorsque vous habitez dans une petite ville ou dans un quartier, peu importe, et que tout d'un coup, la perquisition est menée à votre domicile. Elles ont été menées à grand renfort policier, hein, il faut le savoir, il faut se le rappeler, et parfois même dans des conditions violentes. Imaginez ce que ça produit derrière, dans le voisinage,
chez les gens qui voient et comment est-ce que finalement cette suspicion, elle va rester, même si derrière rien n'a été trouvé, même si aucune conséquence n'a été tirée, dans les abords finalement chez le voisinage, il va y avoir toujours cette idée que peut-être il n'y a pas de fumée sans feu et que si ces personnes ont été visées, c'est certainement lié à quelque chose. Dans l'état d'urgence, comme dans ce projet de texte, il y a des dispositions qui concernent les possibilités de fouilles, de contrôle d'identité dans l'espace public, la possibilité de demander à quelqu'un d'ouvrir son sac, d'ouvrir sa voiture. Et sur ces zones de sécurité dont la définition reste très large, très floue. Voilà. Dans le projet de loi, on appelle ça les périmètres de protection. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'en fait, c'est des périmètres de surveillance, mais de la même manière qu'on n'appelle plus la vidéosurveillance la vidéosurveillance, mais la vidéoprotection, on est dans des périmètres de protection. En réalité, ça va être des périmètres dans lesquels les policiers auront tous les droits. Et pourront, si vous n'acceptez pas d'être fouillé parce que vous êtes en retard à un rendez-vous ou parce que simplement vous estimez pas légitime qu'un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire, voire un policier municipal, si c'est autorisé par le maire, puisse vous fouiller. Imaginez peut-être si vous habitez à Béziers, je pense que et que vous êtes confronté à un policier municipal qui vous dit « Attendez, ici c'est la zone de protection, je voudrais que vous ouvriez votre voiture, je voudrais que vous ouvriez votre sac ». Peut-être mettez-vous à la place de tout citoyen et dites-vous « Oui, moi aussi peut-être je refuserai ». Et là, il n'est pas question de savoir « J'ai rien à cacher, j'ai rien à me reprocher ». C'est simplement, tout d'un coup, ça rend visible, quand on le met à Béziers, je pense, mais ça vaut pour ailleurs, tout d'un coup, on entrevoit ce que c'est que de donner aux policiers des pouvoirs de fouille, de surveillance, sur aucune base objective. On n'est pas sur des gens qu'on suspecte d'avoir commis quelque chose, on est vraiment sur tout un chacun. Et qu'est-ce qui va se passer avec ces pouvoirs de fouille dans l'espace public, qui n'aura plus grand-chose de public ? Eh bien, ce sont les mêmes phénomènes discriminatoires qui existent aujourd'hui sur les contrôles d'identité. C'est-à-dire que le risque est très fort que les personnes contrôlées seront des personnes qui, par leur apparence physique, sont assimilées à ce que peut représenter dans l'imaginaire collectif l'islam radical / le terrorisme, avec une confusion absolue entre toutes ces notions-là. Et donc, oui, ce projet de loi, comme les précédents malheureusement, il crée les conditions de développement encore plus fort des discriminations. Et malheureusement, quand ça vient du plus haut niveau de l'État, derrière, ça a des effets évidemment sur la façon dont la société perçoit les concitoyens musulmans et avec des risques de tension très très forts. Alors, une dernière question pour finir, qui est une question d'internaute. On a Brice qui nous demande est-ce que la gauche radicale instrumentalise l'état d'urgence pour tenter de nous faire croire qu'on vit dans un état autoritaire Alors je trouve que c'est une bonne question en même temps parce que ça permet effectivement d'aborder ce point du débat qui consiste à dire que toute critique de l'état d'urgence est à minima un aveu de faiblesse face au terrorisme et à maxima quasiment une complicité. Alors, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'est la gauche radicale. Enfin, ça poserait beaucoup de questions, à vrai dire, dans cette question. Aujourd'hui, on a dit qu'au bac de philo, il fallait d'abord interroger ce qu'était la question, mais je vais quand même essayer d'y répondre plutôt que de la déconstruire avant. Je dirais d'abord que la critique de l'état d'urgence, elle ne vient pas uniquement de la gauche radicale. Non, parce que je rappelle d'ailleurs que l'Union syndicale des magistrats, qui ne sont pas vraiment des juges rouges, comme on en appelle certains, se sont eux aussi demandé, et pour les citer, si on était en train de basculer dans un état policier. Je reprends le titre de leur communiqué. Effectivement, on a eu aussi des prises de position du premier président de la Cour de cassation. Il a certes du rouge sur son costume de scène, mais il n'est pas non plus véritablement un membre de la gauche radicale. Et donc on a eu une critique qui est une critique institutionnelle qui part d'un certain nombre de constats sur quels doivent être les équilibres dans une démocratie. Je crois que c'est précisément ce contre quoi on doit se prémunir de penser que la contestation de l'état d'urgence serait en fait le fait de militants gauchistes radicaux. Et d'ailleurs, il y a eu des prises de position, enfin jusqu'aux défenseurs des droits, de la même manière, qui, encore une fois, n'est pas issu de la gauche radicale sur ce point. Je pense que nous, on a toujours été vigilants à pas dire on est en l'état, dans un état autoritaire.
on a toujours été vigilant à dire la constitution de dispositifs juridiques tels que l'état d'urgence, tels que les pouvoirs qui sont donnés à l'exécutif dans la loi du 13 novembre 2014, dans la loi du 3 juin 2016, produit des ruptures, et produit des ruptures qui conduisent à des formes de dérive autoritaire. Et je citerai juste une dernière personne qui, encore une fois, ne peut pas être qualifiée finalement d'appartenance à la gauche radicale, c'est Mireille Delmas-Marty. Et Mireille Delmas-Marty, elle a très bien décrit, mais depuis plusieurs années en réalité, ce que produit cette logique préventive, presque prédictive. Elle l'a identifié dans plusieurs domaines, dans la lutte contre le terrorisme, et elle avait écrit un livre auquel je vous invite à vous référer, qui s'appelle « Droit et sûreté dans un monde dangereux ». En matière d'antiterrorisme et aussi dans un domaine qui finalement partage un certain nombre de caractéristiques qui étaient la lutte contre les formes de criminalité sexuelle, etc. Et on trouve dans le droit qui se constitue autour de ces deux figures et de la lutte essentielle contre à la fois la criminalité terroriste, la criminalité pédophile, cette même forme de dérive vers une logique préventive, vers toujours moins de garanties. Et je crois qu'il faut savoir rappeler que l'état de droit, c'est-à-dire un certain nombre de garanties, ce n'est pas un état impuissant. Et ce qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas simplement une sorte d'opposition politique gauchiste, pas du tout. Au contraire, c'est une défense de l'état de droit dans ses principes fondamentaux. Et je crois que pour en revenir à cet article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je ne sais pas si c'était la gauche radicale qui a écrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais le droit à la sûreté, c'est vraiment un droit essentiel. Et encore une fois, l'idée, c'est simplement de dire il peut y avoir des privations de liberté dans une démocratie, il peut y avoir des perquisitions, des atteintes à la liberté individuelle, mais elles doivent rester dans un cadre qui est un cadre clair, fixé par la loi, dans lequel intervient une autorité indépendante de l'exécutif, avec un contrôle systématique. Et c'est cela, le droit pénal. Mais malheureusement, ce droit pénal et le droit pénalo-administratif qui est en train de se constituer est en train de réduire quasi à néant ces garanties. Et ça, on ne peut pas l'accepter en tant que juriste, en tant que citoyen, en tant que défenseur des libertés, qui est tout autant attaché à la sécurité collective, au fait que chacun puisse effectivement vivre librement dans notre société, que les citoyens ou que les hommes politiques qui aujourd'hui instrumentalisent les peurs pour à la fois faire croire que l'état d'urgence est efficace, faire croire qu'il ne faut pas en sortir, ou que pour en sortir, il faudrait finalement l'intégrer dans le droit commun. Merci beaucoup, Laurence Buisson. Merci. J'en profite pour signaler d'ailleurs, c'est marrant parce que ça va faire un peu écho à la dernière question, cette revue critique qui sort aux éditions La Découverte, qui est donc éditée avec le syndicat de la magistrature, qui s'appelle Délibéré, et dont le dossier pour ce premier numéro s'appelle « Peut-on critiquer la justice ?» Et notre réponse est évidemment oui. Évidemment oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci.